Yo yo yo, c'est Ibellion, vous êtes dans le 61e épisode d'Ose écrire et aujourd'hui on parle de choisir une direction claire pour écrire son livre, on parle de cadre et d'en sortir et on parle d'archétypes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Moi, c'est Sam, Ibellion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Coucou les amis, épisode 61. Là j'ai testé une DA totalement différente. J'ai mis le canapé ailleurs, j'ai mis du feu sur ma télé parce que, après tout, pourquoi pas. Et je sais pas, j'aime bien ça, on change des ambiances, on teste des trucs. Et ça fait une ambiance beaucoup plus... On se rapproche de Noël, voilà, le feu de cheminée. On est en plein dans la DA. Je suis un peu rouillé là. Je suis un peu rouillé dans l'exercice du podcast. Pourquoi ? Parce que le week-end dernier, je suis parti de là où j'étais en oubliant absolument tout mon matos pour filmer et mon micro pour enregistrer. Donc j'étais à poil. J'étais totalement à poil pendant quasiment une semaine et comme l'épisode d'avant, je l'avais enregistré en début de semaine, ça fait quasiment 2 semaines que j'ai pas parlé et putain ça me manque quoi, ça me manque. J'ai envie de raconter plein de trucs et paradoxalement, plus je suis en train de me dire que j'ai envie de raconter plein de trucs, plus j'ai mes idées qui bouillonnent et plus il sort rien du tout, tu vois. Et bon voilà, Bouvet, ça vient de m'en donner une autre et je vais commencer par là. Et c'est assez récurrent en plus. Cette semaine, j'ai eu la chance de parler avec beaucoup d'auteurs pour tout simplement voir si je pouvais les accompagner, pour voir si ça faisait sens pour eux comme pour moi. Il y a quelque chose que j'ai très souvent retrouvé, c'est la confusion du quand t'as trop d'idées. Ça peut prendre plein de formes, le j'ai trop d'idées, mais globalement, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et l'analogie qui m'est venue le plus cette semaine, c'est vraiment celle de dire, c'est comme si tu étais à un carrefour et que tu avais 18 chemins que tu pouvais prendre. T'aimerais bien aller dans les 18 ou t'aimerais bien pouvoir parcourir les 18 en même temps. Bon, évidemment, c'est pas possible, tu vois. Et surtout, c'est que si tu veux en emprunter 2, en fait, t'es obligé de partir au milieu dans les broussailles et c'est encore plus compliqué et généralement, tu finis par faire demi-tour. Ou alors même t'es au carrefour et tu sais pas par où partir parce que t'as trop de choix. Et là, on tombe dans... Je crois qu'il y a des études sociologiques qui appelaient ça le paradoxe du plat chinois. Vous savez, quand vous êtes dans les restos chinois, il y a toujours des centaines, il y a plein de possibilités possibles. Et il y en a tellement qu'à la fin, ça devient frustrant parce que tu penses plus que à ce que tu vas pas choisir. Et donc, t'es dans un truc genre choisir, c'est abandonner. Alors qu'en fait, choisir, c'est préférer. Et que tu devrais te dire, putain, je vais choisir celui que je préfère. Bref, t'es à ce carrefour, et là, le nuage de confusion, tu sais pas dans quelle direction partir. Et ça, c'est très toxique quand t'as envie d'aller accomplir ton rêve d'écrire un livre. Parce que un livre, il est obligé d'avoir une direction claire. C'est un processus qui est long. Tu peux pas te permettre de partir un petit peu par là, et puis de changer de direction, et puis, à la fin, il se passe rien, tu vois. Donc, tu es obligé d'avoir une direction claire. C'est toujours ce que j'appelle les intentions. Alors, je vais les répéter, ça fait jamais de mal. Trio d'intentions, l'intention personnelle. Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir avec ton livre quand tu l'auras fini? Qu'est-ce qui va te faire ressentir, tu vois? L'intention du roman. Qu'est-ce qui va raconter ce roman? Quel message tu vas faire passer? Quel thème tu as vraiment envie d'amener au bout et de transmettre à quelqu'un? Et enfin, l'intention du lectorat cible. C'est qui la personne qui va lire ton roman? Avec quoi elle va repartir? Et puis le matin, c'est quoi sa routine? À quoi ressemble sa vie? À qui elle parle? À quoi elle pense? Qu'est-ce qu'elle regarde à la télé? Bref. Quand tu as ce trio d'intentions, tu as une direction claire. Et quand tu as une direction claire, c'est beaucoup plus facile de donner de l'énergie dans cette direction. Et surtout, quand cette direction, elle est alignée avec qui tu es, parce que évidemment, là tu te lances dans un processus d'écriture, c'est un processus long. Évidemment que la réponse à ces 3 intentions, c'est toujours quelque chose avec lequel tu résonnes, quelque chose qui t'anime, quelque chose que tu as profondément envie d'accomplir. Quand tu es aligné avec ce que tu fais,
la vie d'un coup paraît plus facile. D'un coup, tu as des opportunités qui apparaissent que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas été aligné. Et c'est ça le message que j'ai envie de vous transmettre, c'est que ça peut paraître douloureux de devoir faire le choix de quelle histoire vous voulez raconter. Mais la vérité, c'est que au fond de vous, il y en a une qui est plus importante que les autres. Et quand vous vous fixerez sur cette idée-là et que vous déciderez, ok, celle-là, je vais l'amener au bout. Je vais l'amener au bout, même si ça sera un peu plus compliqué peut-être, même si ça va me demander de mettre de côté les autres. Et bien quand vous avez cette mentalité-là, tout de suite, tout devient plus facile. Et je peux pas vraiment vous expliquer comment ça devient plus facile, parce que c'est un peu propre à chacun et chacun vit un peu son histoire, vit un peu la vie de quelqu'un parfaitement aligné euh, et qui voit les portes s'ouvrir au moment où il a l'impression qu'elles vont le bloquer. Et, et ça, c'est assez magique. Donc je ne peux que vous encourager à choisir une direction quand vous êtes dans ce carrefour. Et si je dois faire un partage personnel pour, euh, pour vous encourager à faire ça, c'est vrai pour les livres, c'est-à-dire que moi aussi, ça m'est arrivé de devoir choisir entre deux histoires, et pour tout vous avouer, ça m'arrive encore aujourd'hui. Vous voyez, j'ai fini le deuxième tome des Légendes de Carnoa, La Sourde Alliance. Je m'étais dit, je vais partir sur une romance. J'ai toujours envie d'écrire cette romance. Elle m'appelle beaucoup, j'ai beaucoup de choses à raconter. Je sens que c'est un thème qui va toucher beaucoup de monde. C'est un thème important en plus pour moi et je pense pour la société, tu vois. Ayons quelque part l'arrogance, l'outrecuidance, le culot de le dire. Et pourtant, et pourtant, je me confronte au fait que Carnoa, c'est 3 tomes. Je le sais, je l'ai construit comme ça depuis le début, et je sais que je vais faire 3 tomes. Et ce matin, je fignolais les derniers détails, la couverture, la 4e de couverture, j'ai les retours de la correctrice qui arrivent bientôt, donc on va le lancer bientôt, on va faire les mises en page finales avec Inès, avec qui je bosse, on va faire tout le processus pour la distribution pour qu'il soit dispo pour Noël. On va tout faire pour qu'il soit dispo pour Noël. Bref. Bah, tu vois, ça m'a quand même dit, ok, là t'avances, tu fais le deuxième. Est-ce que t'es sûr que tu veux greffer au milieu de ça un autre livre au risque de peut-être jamais finir cette trilogie? Et vous voyez, là ce matin, j'ai un peu eu une révélation en me disant, Sam, tu vois, t'es à un carrefour, et peut-être qu'en fait, fais les choses dans l'ordre. Peut-être que, initialement, cette histoire, si tu l'avais imaginée en 3 tomes, c'est qu'il y avait une raison. Peut-être que tu avais besoin de passer par 3 livres, par 3 processus, par 3 apprentissages de qui tu es en tant qu'écrivain, pour ensuite t'attaquer à cette romance qui te touche bien plus personnellement que te touchent ces livres de fantasy, même s'ils me touchent beaucoup et qui portent des thèmes qui sont extrêmement importants pour moi. Peut-être que c'est pas pour rien que j'avais dit que j'écrirais ces 3 livres sur 3 années, tu vois. Peut-être qu'en fait, c'est ce 3e livre qu'il faut que j'aille chercher, c'est le 3e de Carnoa, dont je connais déjà le titre, dont je connais déjà la fin, les intentions sont claires. Peut-être que c'est dans cet ordre-là qu'il faut que je traite les choses. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure, vous êtes à un carrefour, c'est terrifiant. Et je vous le partage là comme ça. J'ai eu l'épiphanie ce matin, mais je ne l'ai pas écrit, je ne l'ai pas parlé, je ne l'ai pas pensé, je ne l'ai pas partagé. Donc vous êtes les premières personnes à qui j'en parle. Ben, ça me fait peur, tu vois. Parce qu'en fait, cette romance, je l'appelle la romance en vérité. Bon, romance, je sais pas trop. Mais bref, je vais continuer à l'appeler la romance. Parce que cette romance, elle m'appelle beaucoup. Elle est extrêmement importante pour moi. Et si je choisis le tome 3 des Légendes de Carnoa, est-ce que c'est pas parce qu'elle me fait peur, justement? Est-ce que c'est pas parce que je sais qu'elle va aller aborder des sujets très sensibles pour moi qui font que, bah ouais, c'est pas forcément évident d'aller creuser par là-bas? Est-ce que c'est pas mieux de le délayer? Et en même temps, j'ai l'autre partie qui me dit, ouais, mais si tu choisis la romance à la place du 3e tome de Carnoa, est-ce que tu te respectes vraiment dans ta démarche créative de vouloir raconter cette trilogie, tu vois? Donc, quelle est la bonne solution? Je l'ai pas vraiment, en fait. Mais instinctivement, et tu vois, c'est ça, là, si je lançais une pièce, j'aurais envie que ça tombe sur Carnoa. Si je disais pile Carnoa face romance, je la lancerais, j'aurais envie que ça soit pile. Parce qu'en fait, j'ai envie que cette histoire, elle soit bouclée. Je pense que c'était les premières années de moi en tant que vrai écrivain. Et quand je dis vrai écrivain, c'est vis-à-vis de moi, attention. Hein. Comme je disais dans l'épisode d'avant, il n'y a pas de... Voilà, l'étiquette, c'est on se la colle nous-mêmes. On n'écoute pas là
les autres là, qui nous disent qu'écrivain, c'est quand on est connu ou mes couilles, là. Pardon, désolé pour la vulgarité. Mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Ces 2 premiers livres, ils m'ont attesté que ma méthode aux écrire, elle fonctionnait. Ça m'a aussi donné la légitimité de pouvoir accompagner des gens. Bon. En tout cas, de leur donner le cadre pour que eux puissent aller atteindre leurs résultats. Parce qu'évidemment, je le dis tout le temps, j'écris pas à la place des gens. Si les gens se mettent pas dans le processus d'écriture ou ne viennent pas me voir pour parler de leurs problèmes et les combattre pour se lancer dans le processus d'écriture, bon, bah quelque part, voilà. Et donc ça m'a appris tout ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de pas terminer cette route? Est-ce que j'ai vraiment envie de changer de chemin à ce moment-là? Vous voyez, là, c'est comme si je prolongeais l'image. C'est comme si en fait, j'étais plus vraiment au carrefour, mais j'étais très engagé dans une voie. Et que là, je me disais, est-ce que j'écouterais pas la petite route sur le côté là, qui va me faire un petit détour et qui va me ramener sur la grande route? Bah, quelque part, je pense qu'il faut que je termine Carnoa. Et en plus de ça, cette romance, elle touche des thèmes très personnels chez moi. Et en ce moment, je crois que je suis en train de régler un des derniers problèmes que j'ai, tu vois. Et je pense que j'ai besoin de passer par là avant d'aller écrire cette romance. Elle aura pas le même goût, sinon. Et elle sera différente. Elle sera peut-être pas moins bien, meilleure, je sais pas, mais elle sera différente. Je pense que j'ai besoin de terminer ce cycle parce que ça va me permettre de terminer mes cycles personnels aussi pour pouvoir aller adresser cette romance de la meilleure manière possible. Et là, en vous en parlant en direct, hein, vous voyez, je suis presque en train de me faire de l'auto-coaching. Et encore, je pense qu'un coach, là, qui a l'oreille tendue, il aurait capté plein de petits trucs et il serait allé creuser beaucoup plus profondément. On serait peut-être allé voir justement, par exemple, pourquoi ça me fait peur d'aller écrire la romance. Et on serait peut-être allé creuser à, ok, pourquoi j'ai eu envie de m'écarter de Carnoa, tu vois. Quelque part, vous savez, et là, je le fais en direct, vous voyez, ça a allumé ma casquette de coach. J'ai une immense peur de l'échec. Voilà. C'est un truc, je me bats contre ça depuis des années. Le coaching, tout ce que j'ai pu faire m'a beaucoup aidé à me libérer de l'échec. Tous les projets entrepreneuriaux que j'ai pu lancer m'ont aussi beaucoup aidé avec mon rapport à l'échec. Mais il y a toujours ce petit truc, tu vois. Et s'embarquer que dans des trucs dont on sait que c'est voué à l'échec, ou ne pas finir quelque chose, ça permet de ne pas se confronter à l'échec. Ou en tout cas de se dire, non mais regarde, tu vois, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir dans cette situation. Donc c'est pas vraiment moi qui ai échoué. Ouais, mais tu t'es volontairement mis dans une situation où t'allais échouer. Donc quelque part, t'es quand même décisionnaire, t'es quand même responsable d'eux, tu vois. Et si je devais faire un parallèle un peu provoquant parfois, c'est comme quelqu'un qui s'astreindrait à une routine absolument horrible pour écrire son livre, qui déteste absolument, et qui à la fin abandonne et vous disait, mais voilà, tu vois, là, cette full discipline, elle n'est pas pour moi. Donc écrire un livre, c'est pas pour moi. Oui, mais tu t'es pas posé la bonne question. T'es pas allé interroger quelle routine ne serait pas frustrante pour toi. T'es pas allé interroger quelle routine serait bonne pour toi pour que tu ailles écrire ton livre. Donc quelque part, tu t'es mis volontairement dans une situation dans laquelle tu allais échouer. Réfléchir comme ça, c'est extrêmement responsabilisant. Et vous voyez, là, je fais le parallèle direct. Hein. Je suis provoquant avec vous, mais vous inquiétez pas que je suis aussi dur avec moi. Et là, je le sens. Hein. Quelque part, ne pas m'embarquer sur ce tome 3 de Carnoa, c'est aussi une manière de pas finir le cycle. C'est aussi une manière de pas pouvoir se confronter à ah ouais, mais tu vois, Sam, finalement, est-ce que ce livre, c'est une réussite? Tu vois? Ah, ouais, voilà, vous voyez, j'ai la prise de conscience, je l'ai très très fort. Je l'ai très très fort. Et du coup, j'ai envie de m'embarquer dans ce tome 3 de Carnoa. Parce que j'ai pas envie de laisser les personnages. Euh, eux, ils méritent d'aller à la fin, quel que soit le résultat. Et les échecs de quoi? Ce livre-là, je l'ai écrit pour moi. Je l'ai écrit parce qu'il m'a débloqué tellement de choses dans mes fiertés personnelles, mes ambitions, mes rêves, quelque part la légitimité que j'ai envie de porter et de crier au monde, tu vois. Je suis légitime pour accompagner les auteurs dans leur processus, de leur idée jusqu'au manuscrit final. Parce que je l'ai fait moi-même, parce que je l'observe chez les gens. Bref. Donc voilà, vous voyez, là je viens de me régler en direct. Je vais terminer le cycle Carnoa d'abord, et puis j'irai adresser cette romance personnelle. Voilà. Ça m'empêchera pas de noter quelques trucs, ça m'empêchera pas. Voilà. Hier par exemple, vous voyez, j'ai écrit un début de paragraphe parce que ça m'est venu comme ça.
Mais là, ce matin, en me replongeant dans le Carnoa, là, en parlant et en prenant conscience qu'en fait, ça me remet dans mes boucles de peur de l'échec, bah, j'ai envie d'aller terminer ce 3e tome pour pouvoir boucler la boucle, fermer la porte, dire ok, cette histoire, elle est derrière moi, elle est accomplie, elle m'a apporté plein de choses, maintenant je peux me tourner vers autre chose. Ouais, j'aime bien ça, j'aime bien. Bon, vous voyez, voilà, je suis parti bille en tête en vous donnant le conseil de comment qu'il fallait choisir clairement quel chemin on voulait prendre. Bon bah vous voyez, je fais l'exercice en direct, j'ai choisi moi-même. Je vais prendre une petite gorgée d'infusion. Pas de café parce que j'en ai déjà bu 2 aujourd'hui. Que si j'en prenais un 3e, là j'allais exploser. En plus j'ai plein de choses à tourner du coup, vu que comme un idiot, j'ai oublié mon matos avant. Donc on va y aller mollo sur le café et on prend plutôt un truc qui détend. En plus on est dans une position canapé, on est tranquille, profitons-en. L'autre sujet dont j'avais envie de parler, c'était le cadre, le rapport au cadre. Pourquoi ? Parce que, notamment dans une séance de coaching récente, cette question est née. Et la question est née de quelqu'un qui, pendant tout son premier jet, a réussi à s'installer son cadre pour écrire son livre. Et donc elle est super fière de ce cadre. Et pendant la pause, pendant laquelle elle laisse reposer son texte, avant d'aller attaquer la réécriture, il y a évidemment la question de qu'est-ce que je fais maintenant en attendant. Alors, au départ, elle disait ouais, j'ai vraiment envie de continuer à écrire. Donc, je lui ai proposé, voilà, on a cherché des solutions. L'idée était tombée sur on va faire des thèmes aléatoires. Ça va te sortir un peu, enfin, ça va te permettre d'élargir ta zone de confort, d'aller juste garder ta routine, etc., etc. Quelques jours passent, une semaine passe, pas d'écriture sur les thèmes aléatoires et une notion de culpabilité qui commence à naître. De bah ouais, mais là en fait, je suis en train de. J'écris plus, quoi, je perds mon cadre. Et donc, on a fait une séance de coaching autour de ça. Et la prise de conscience et la conclusion à la fin étaient magnifiques. Il s'agit de lâcher prise à un moment. En fait, faire une pause ne veut pas dire abandonner. Faire une pause ne veut pas dire que c'est terminé. Et donc, à la fin, l'action, l'engagement pris par la personne, ça a été de dire, en fait, je vais lâcher prise. En fait, je vais accepter que je vais pas écrire, que je vais sortir de mon cadre. Et c'est là qu'il y a une leçon extrêmement importante à comprendre, c'est que elle peut faire cette sortie de cadre, elle peut s'autoriser à sortir du cadre justement parce qu'il existe. Parce que quand on connaît son cadre, on est capable d'en sortir et quand on en a besoin, on est capable d'y re-rentrer. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'on a transformé son j'arrête d'écrire, c'est comme si j'abandonnais en ok, je m'octroie une pause, je m'octroie cette sortie du cadre pendant 10 jours, donc déjà temporalité fixe, donc on n'est plus sur un arrêt, on est sur une pause. Et pendant cette pause, je vais simplement me connecter à mon instinct, mon amour de l'écriture quand j'en aurai envie, et sinon, je reprendrai mon cadre à la fin de cette pause. Magique. C'est exactement ça le processus de lâcher prise dans son processus d'écrivain. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, on est conscient qu'il nous faut un cadre. Donc, le quitter, ça nous fait peur. Mais en fait, parce qu'il existe, on a le droit d'en sortir. Et parce qu'il existe, quand on en est sorti, on se sent confortable. Et on peut y retourner dès qu'on veut. Et donc là, elle sait très bien. Quand elle va se remettre sur sa réécriture, pof, back tout le cadre. Et là, hop, on le réactive. Et c'est fini. Et là, c'est parti. Et en fait, à force que tu répètes ce genre de choses, ton cadre devient inconscient. La discipline devient un réflexe. Tu deviens inconscient d'être ok, d'être de savoir faire les choses. Putain, j'ai plus le mot qui vient. Au début, tu es inconscient que tu sais pas les faire. Ensuite, tu deviens conscient que tu sais les faire, que tu sais pas les faire. Ensuite, tu deviens conscient que tu sais les faire. Puis ensuite, tu deviens inconscient que tu sais les faire.
C'est vraiment la boucle de progression comme ça. Et donc là, super prise de conscience. Mon cadre existe, donc j'ai le droit de le quitter, de faire une pause pour y revenir quand j'en aurai besoin. Ça permet d'arrêter d'avoir ce truc oppressant. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même assez commun de travailler autour de sa discipline, de trouver son cadre vraiment, donc de le faire en conscience, de le faire en travaillant sur soi, d'aller, voilà, c'est très bien ce qu'on traite en coaching typiquement. Et ensuite, sur les 2, 3e projets, 4e projets, en fait, on est tellement à l'aise avec son cadre qu'on aborde tout de manière beaucoup plus inconsciente, beaucoup plus relaxe, et tout devient plus facile. C'est pour ça que le plus dur à écrire, c'est le premier, quelque part. Très souvent, c'est pas toujours le cas, mais très souvent, c'est le plus dur. Et cette notion de cadre, en vérité, la prise de conscience peut aussi venir en s'interrogeant sur, dans votre vie, ailleurs que dans l'écriture, est-ce que vous avez déjà eu la sensation que mettre un cadre permettait d'en sortir et donc de respecter pleinement le cadre? Et si je prends un exemple, c'est vrai avec les enfants par exemple. Euh, les enfants savent qu'ils ont un cadre dans lequel ils sont en sécurité, vous les laissez faire leur vie, et puis le cadre est là pour leur rappeler où est la sécurité. Mais il ne doit pas être trop contraignant, il doit être suffisamment large et laisser suffisamment de portes pour pouvoir s'autoriser des libertés et comprendre la valeur du cadre. Et quelque part, le cadre, ça serait comme une cage dont il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas de clé, enfin, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est juste, tu décides d'en sortir, hop, et tu reviens dedans quand t'en as besoin, tu vois. Bon, après, j'aime pas trop l'analogie de la cage parce qu'elle suppose que t'es bloqué, ce qui est quand même pas forcément terrible. Voilà ce que j'avais envie de dire, j'avais envie de raconter sur le cadre. Ouais, ouais, ouais. Et sur la confusion avant, putain, ça c'est dingue quand même, ça m'est vraiment frappé, cette prise de conscience sur moi, là. Ouais. Et j'avais une autre chose que j'avais envie de vous partager, mais là, elle est sortie de ma tête, bien évidemment. Donc, je vous fais une interlude T et une interlude. euh, Ah, si, tiens. Putain, là, j'ai la question des archétypes qui revient. Et je sais pas si j'avais déjà partagé ce questionnement que je m'étais fait. Euh, Vous savez, on parle souvent des archétypes dans les romans. Euh, on parle, par exemple, du guide, etc., etc. Et c'est marrant parce que je me posais la question une fois, je me demandais, est-ce que vous pensez que maintenant il y a de nouveaux archétypes qui viennent et qui sont peut-être des dérivés d'anciens, mais qui viennent renforcer des tropes, des histoires, des personnages dans l'inconscient collectif et donc dans ce qu'on raconte aujourd'hui. Je prends un exemple, celui qui c'est marrant parce que c'est le plus marquant qui me vient en tête là, c'est vous savez ce qu'on appelle le Dark Sasuke, qui vient forcément de Naruto. Sasuke qui est un personnage un peu toujours un peu triste, un peu ouais, il est toujours un peu genre jamais vraiment content. euh, et donc il a ce côté très détaché, très euh, un peu antipathique en vrai, tu vois. Et on retrouve cet archétype de personnage quand même dans alors beaucoup de mangas, mais aussi beaucoup de livres. Ça serait un peu aussi peut-être, tu sais, le beau brin ténébreux, tu vois, dans certaines histoires. Euh, et ça, je me demandais, est-ce que c'était un vieux archétype ou un nouvel archétype? Et parce que j'aime bien réfléchir aux archétypes. Pourquoi? Parce que ça rejoint un peu la question du cadre et des règles, à savoir que, en fait, c'est super de connaître l'existence des archétypes, parce que quand on joue avec un archétype, on joue aussi avec les attentes du lecteur. Quand on présente un personnage qui serait un beau brin ténébreux, bon bah on s'attend à ce qu'il agisse comme un beau brin ténébreux. Donc ça permet de faire de gros raccourcis aussi dans notre histoire. Tu vois, on n'a pas besoin d'expliquer le fonctionnement d'un beau brin ténébreux. Tout le monde sait comment fonctionne un beau brin ténébreux.
Mais quelque part, ça donne aussi la liberté à l'auteur d'aller casser un petit peu ces archétypes, de surprendre le lecteur. Voilà, un Beaubrun ténébreux qui n'agirait pas vraiment comme un Beaubrun ténébreux. Et c'est pour ça que les archétypes m'interrogent beaucoup. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais lu justement Jung, qui a beaucoup travaillé sur les archétypes. Et lui, alors, je me rappelle avoir lu un livre sur les archétypes de Jung, qui était très fouillis. En vérité, je crois, alors, euh, j'avais entendu une experte parler dans un podcast, une experte de Jung, qui racontait qu'il était très un peu fouillis dans ses recherches et que c'était parfois dur à suivre. J'ai effectivement eu ce sentiment en lisant Jung. C'était extrêmement dur de tenir la lecture sur le long parce que vraiment ça partait dans tous les sens, quoi. Tu sentais que le mec il était intelligent as fuck et que vraiment ça fusait dans sa tête, quoi. Et donc, il faisait tout ce travail sur les archétypes. Il croisait beaucoup d'anciennes religions, des religions actuelles, de modèles de mythologie. Et donc, il dessinait des archétypes, par exemple, comme l'arbre de vie, comme Mère Nature, comme les figures un peu diaboliques. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses comme ça. J'ai plus tout en tête, mais je me rappelle que c'était assez passionnant et ça donnait des grilles de lecture extrêmement intéressantes sur certains livres, et notamment sur et après, ce qui est le plus intéressant du coup, c'est ce que ça pouvait donner comme lecture sur des moments où les gens justement jouent avec ces archétypes pour les transformer et en faire autre chose. Et vous voyez, ça c'est toujours... parfois, il y a des gens qui pensent qui sont pas assez éduqués, entre guillemets, pour écrire un livre. Pas éduqués au sens d'avoir fait des études, mais éduqués en lettres. Par exemple, j'ai pas lu tous les bouquins du monde, j'ai pas étudié toutes les figures de style, j'ai pas étudié tous les textes, enfin bref, tout ça. Et quelque part, c'est ça qui est assez cool, c'est que tous ces archétypes, en fait, et toutes ces manières de raconter des histoires, en fait, elles sont pas présentes que dans les livres. Quand on vit notre vie, euh, que ça soit, enfin, quand on vit notre vie, en fait, on est perpétuellement confronté à des archétypes comme ça. Parce qu'au-delà d'être présents dans les histoires, ils sont évidemment présents dans l'espèce de nuage d'inconscient collectif qu'on peut avoir. Et, et donc, en fait, l'excuse d'aller se dire non, mais j'ai pas lu tous les livres, j'ai pas tout étudié, en fait, c'est un peu une fausse excuse parce que quand on y réfléchit bien, on a déjà été en contact avec tous ces archétypes quelque part. Et c'est ça qui est assez beau. C'est qu'en fait, l'expérience de vie de chacun est suffisamment unique pour qu'il ait sa patte pour raconter une histoire et que quand même les gens se reconnaissent dedans. Ça, c'est magnifique. Je trouve que c'est un très beau message d'espoir. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire. Et donc, si je devais résumer l'épisode d'aujourd'hui, euh, il y a 2 points, parce que finalement, le troisième rejoint quand même le premier, hein, euh, et le deuxième. Il y a, parce que c'est la notion du cadre, les archétypes, hein, c'est comme un petit cadre. Voilà. Il y a notre cadre global, et puis il y a les cadres de personnages, de tropes, d'histoires, de genres, d'archétypes, etc. Et donc, les leçons d'aujourd'hui, c'est faites-vous confiance pour faire un choix sur la destination que vous voulez prendre. Et n'hésitez pas à venir demander de l'aide pour faire ce choix et le tenir dans la longueur. Parce que quand vous alignerez sur une seule direction, tout paraîtra plus clair, tout paraîtra plus simple. Et la deuxième solution, ayez le courage d'aller adresser votre cadre créatif, d'aller trouver votre cadre créatif. Parce que c'est en trouvant ce cadre-là que vous pourrez vous autoriser à sortir de ce cadre et donc vraiment vous connecter pleinement et totalement à votre instinct d'écrivain et d'écrivaine. Voilà ce que j'aurais envie de dire aujourd'hui. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, goûter, bref, tout ça, tout ça. Je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous.